Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production. Le week-end écoulé, la police tchadienne a dispersé à N'Djamena des rassemblements de la société civile et de l'opposition pour réclamer l'alternance politique. Lors de la présidentielle du 11 avril prochain, avec Saleh Kebzabo et le jeune militant Success Masra en tête, quelques personnes ont pu braver l'important dispositif policier mis en place par les forces de sécurité. L'opposition dénie à Idriss Déby Itno le droit de continuer à diriger le Tchad après plus de 30 ans de pouvoir. Cette mobilisation est un énième épisode du durcissement de la situation entre le régime du président Déby et certains opposants. L'opposant Yaya Dillo a par exemple subi une tentative d'arrestation qui a tourné au drame lorsque son fils et sa mère y ont passé de vie à trépas. Ils sont passés donc de vie à trépas. Quant à l'ancien chef de file de l'opposition, Saleh Kebzabo, il a décidé de se retirer de la course à cette élection. Qu'est-ce qui sous-entend ce boycott de la présidentielle par Saleh Kebzabo? Est-ce une stratégie payante dans la quête d'une alternance au Tchad? Pourquoi appeler à l'alternance dans les rues? Et qu'est-ce qui pourrait expliquer le durcissement des rapports entre régime et opposition ces dernières semaines? Tchad, présidentielle du 11 avril, vers une militarisation du climat politique. La question sera posée. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui, Josper Zoanago, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour téléspectateurs de SICA TV. Voilà, vous êtes journaliste et également consultant en médias. Face à vous, Emel Guérin, bonjour. Bonjour monsieur Johannes. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise. Josper Zoanago, ma question est pour vous. On a comme qui dirait l'impression que la situation politique est de plus en plus tendue ces derniers jours, ces dernières semaines au Tchad. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer selon vous? Dans un premier temps, moi j'ai l'impression qu'on a en face quelqu'un qui a la boulimie du pouvoir et qui ne veut pas lâcher du lest. Je veux bien nommer l'actuel président sortant et qui, il faut le reconnaître, vous l'aviez dit tantôt, est en train de faire déjà une trentaine d'années au pouvoir. Et lorsqu'on observe les conditions dans lesquelles il a accédé au pouvoir, les conditions dans lesquelles il exerce, et les perspectives qui se tracent, on est en droit de se poser mille et une questions. Mais il apparaît clairement que Idriss Déby n'a pas l'intention, n'est-ce pas, de quitter le pouvoir. Il le fait chaque jour que Dieu fait, il le démontre à travers les actes qu'il pose. Il y a à peine quelques mois, il s'est fait porter, distinguer à un titre suprême. Et donc ce n'est pas à cette étape qui va lâcher le pouvoir. Il n'en a pas l'impression, parce qu'il fallait organiser des élections. Même si c'est des élections truquées, il s'y conforme, mais dans le fond, Idriss Déby n'a pas l'intention de laisser le pouvoir. Et donc, il s'accroche au pouvoir. Et ceux qui s'opposent à lui, qui se mettent en travers de sa route, il les met de côté, il les met hors d'état de nuire. C'est ce que nous observons. Et ce n'est que la seule explication que moi j'ai pour l'heure. Alors, un important dispositif policier le week-end écoulé pour empêcher donc les opposants de manifester. Il faut avouer que les autorités avaient interdit donc cette manifestation-là, mais l'opposant Saleh Kebzabo a tenté de mobiliser comme le jeune activiste, mais visiblement les forces de l'ordre sont restées fermes. Oui, évidemment, ça ne peut pas étonner, et d'autant plus que nous avons en place un régime totalitaire. C'est normal, je crois, depuis 30 ans que Idriss Déby est au pouvoir. C'est d'ailleurs le président le plus expérimenté en matière d'élection présidentielle, tout continent confondu. Et donc, j'ai lu un rapport de l'Amnesty International qui relève qu'il y a eu près de 70 manifestations empêchées par Idriss Déby Itno, qui, depuis son accession au pouvoir, est aussi accusé de crimes, de meurtres,
ses opposants et pas des tactiques de leur coller des délits de justice comme la plupart de nos chefs d'État africains aujourd'hui, quoi. Ça se fait. Donc il est quelqu'un tacticien fin, quelqu'un qui a l'art de se régénérer en politique, de se faire peau neuve et face à une multiple rébellion, vous vous en souvenez, hein, et certaines ont été même jusqu'à la capitale. Il a fallu depuis, si la France n'était pas là, il serait parti. Je me rappelle de la rébellion de 2008, en février 2008, par Mahamat Nouri. Et le palais avait été encerclé. Et c'était Sarkozy à l'époque, il avait pu joindre au téléphone et avec les renseignements français, les apports libyens, il a pu faire reculer les rebelles. Et donc, je pense, à mon avis, que ce monsieur, il a d'ailleurs dit dans une interview accordée à Jeune Afrique qu'il est bon de la longévité au pouvoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est adulé, il est auréolé par la communauté internationale par rapport à la grave crise sécuritaire dans la sous-région, sinon du monde, je vais dire. Donc on le voit comme le pionnier de cette lutte anti-djihadiste aujourd'hui. Et donc il se tape de ça pour se faire une peau neuve. Et vous vous rappelez qu'en 2018, il a révisé la Constitution qui lui permet de rester au pouvoir même jusqu'en 2033, je crois. Donc voilà, c'est le schéma classique aujourd'hui en Afrique partout, et surtout en Afrique francophone. Bon, donc on est dans le classique, c'est tout. Alors, Jospin Nago et Emel Guéret en Africa, qu'est-ce qui pourrait expliquer vous parliez presque d'un autocrate, mais un homme célébré de par la communauté internationale, célébré dans la sous-région, respecté par ses pairs africains, très à cheval sur les questions sécuritaires. Il va même au front lui-même pour conduire des assauts contre des terroristes. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce regard quasiment ambivalent? Je voudrais faire une petite comparaison en choisissant l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, qui était aussi pratiquement un seigneur aux yeux de la communauté internationale, celui qui réglait les différends, celui qui rencontrait les belligérants en termes de terrorisme ou de djihadisme. Donc, en fait, très tôt, ces hommes ont choisi de se donner cette figure-là, parce que disposant d'armes et de troupes. Et donc, pour le cas d'Idriss Déby, cela s'explique parce que, comme l'a dit mon vis-à-vis tantôt, dans la région, il a donné l'impression d'être un Zorro, défenseur de l'intégrité territoriale. Il va même envoyer ses troupes jusqu'au Nigeria, ses troupes traversent le Cameroun. Et donc, lorsque quelqu'un va ainsi au front, il est perçu comme un sauveur. Mais en réalité, en lui, il y a ce côté despote qu'on ne peut pas lui retirer. Et donc, que ce soit la France ou la communauté internationale, comme on le dit, ceux-là s'appuient, parce que ne maîtrisant pas le terrain. Parce qu'en fait, il faut le dire, c'est un chef de guerre. Idriss Déby est arrivé au pouvoir parce qu'il était d'abord chef de guerre. Il avait son armée. Entre-temps, il s'était retiré au Soudan, en Libye, dans les années 86 ou 88 par là. Et donc, c'est de là-bas qu'il a fait un repli. Et il est remonté sur N'Djamena. Il a pris le pouvoir dans les conditions que nous connaissons. Donc, il a gardé ses habitudes. Maintenant, puisque la communauté internationale ne peut s'installer dans ces régions pour contrer le djihadisme, il n'y a que lui. Et donc, on lui attribue les lauriers, pas parce qu'il est le meilleur des démocrates, mais parce qu'on peut, à partir de lui, aller contrer le djihadisme ou le terrorisme dans ces régions-là. Et donc, ce n'est que ça. Il jouit de ça. Mais auprès des autres chefs d'État, voilà un Idriss Déby qui fait traverser les frontières du Cameroun à ses troupes, va jusqu'aux confins du Nigeria. Eh bien, il ne peut pas être mal vu, puisqu'il va combattre Boko Haram, et il le dit, il le crie sous tous les toits. Et il descend sur le terrain par lui-même. Et donc ces lauriers l'accompagnent, mais on oublie très souvent qu'à l'intérieur du Tchad, c'est une sorte de goulag qu'il met, il tient d'une mer d'acier. Et donc, c'est un peu l'ambivalence dont vous parlez, réside dans ce regard que la communauté internationale a, et même que les Africains. Parce que là, parfois, Idriss Déby sait jouer à son jeu, parce que mon vis-à-vis l'a aussi relevé, il est fin tacticien.
parfois, quand il voit que le vent tourne autrement, vous allez voir, il développe des sentiments anti-français. Curieusement. Parce que là, ils sont venus me demander ceci, j'ai refusé. Ils m'ont demandé ceci, j'ai refusé. Ils ont voulu faire ceci, j'ai refusé. Donc, vous savez, il y a encore de ces Africains qui sont très portés sur cette philosophie. Et donc, ils surfent sur ces vagues aussi. Bon, mais c'est un personnage extraordinaire. Voilà. Est-ce qu'en cela, il n'est pas, on va dire, forcément bon pour son peuple? Puisque chaque peuple n'a que le dirigeant qu'il mérite, c'est vous qui l'avez relevé encore ici sur ce plateau tout dernièrement. Est-ce que quelque part, Idriss Déby n'est pas l'homme qu'il faut, aussi bien pour une sous-région pacifiée, puisque visiblement, on l'a dit, il nettoie ou il aide à nettoyer une grande partie des difficultés terroristes qu'il y a dans la sous-région, notamment au sein du G5 Sahel. On sait que aussi bien le Cameroun en a bénéficié, on sait que le Mali en a bénéficié, on sait que le Nigeria en a bénéficié. Son propre pays n'est pas épargné, il descend lui-même sur des théâtres d'opération pour conduire des frappes contre des cibles terroristes. Est-ce que quelque part, on ne doit pas tout au moins reconnaître à l'homme ces capacités-là? Oui, il faut reconnaître que Idriss Déby, je l'ai tout à l'heure, c'est un fait tacticien. Il a des qualités indéniables, ça c'est sûr. Et bien, être bon pour son peuple, c'est ça le paradoxe. C'est vrai, et il a une armée qu'il maîtrise, mais en même temps, Idriss Déby a aussi prisonnier de cette armée-là, qui brutalise la population. C'est ça le paradoxe. L'armée, le soutien, le maintien au pouvoir, mais cette armée brutalise la population, n'est pas bonne pour la population. Vous avez vu ce qui s'est passé avec son neveu Yaya Diallo. Voilà le paradoxe. dont la maman même a été tuée dans son domicile. C'est ça le problème. Ça, pour en arriver là, Idriss Déby, et M. Perzo l'a dit, c'est un chef de guerre, non seulement un chef de guerre dans la pratique, mais il a fait l'école de guerre de France. Après avoir été pilote de l'armée, vous voyez. Donc ici qu'on est dans les stratégies militaires suffisamment bien. Et donc qu'est-ce qu'il a fait à partir des années 2000, quand il a commencé l'exploitation du pétrole, il a compris peut-être que demain, comme aujourd'hui, les rapports de force dans la géopolitique aujourd'hui, dans la géostratégie, c'est l'armée, rien que l'armée. Je regrette aujourd'hui que l'Afrique du Sud nous a fait perdre la bombe nucléaire. C'est dommage pour ça. Aujourd'hui, la Russie, la Corée du Nord, la Turquie sont respectés, la Chine, parce qu'ils sont leur armée forte, où certains ont l'arme nucléaire. C'est très important pour le monde à venir demain. Si vous n'avez pas la force, vous serez éclipsé, vous serez noyé totalement dans cette vague de mondialisme qui s'annonce. Maintenant, Idriss Déby, il a compris très tôt, et donc, il a pris une grosse partie de la rente pétrolière pour financer, pour moderniser son armée. Et c'est ça, parce qu'il savait déjà que la Libye allait tomber. Il savait. Il a même dit que, bon, lui, écoutez, il veut bien le départ de Kadhafi, mais en douceur, et qu'il était contre déjà, c'est ça que vous avez révélé, quand il voit qu'au sein de sa population ou au sein de la communauté africaine, il y a des charges, des critiques d'opinion contre lui, et il devient rapidement panafricaniste, et c'est lui le premier chef d'État qui a osé, a refusé à s'opposer à l'intervention française en Libye. Et les panafricanistes l'ont bêtement, comme des idiots utiles, applaudi. Mais je dis, quand vous êtes élu en tant que chef d'État, il faut d'abord être bon pour votre pays. Aujourd'hui, avec la chute des coûts pétroliers, l'économie tchadienne est totalement par terre. Encore que le pétrole tchadien tourne à perte. Tourne à perte, d'abord, ce n'est pas du pétrole de bonne qualité. Il y a ça, il faut le reconnaître. Et puis aujourd'hui, c'est lui le premier pays, je crois, le premier pays africain à demander la restitution de son économie, parce qu'il est sous perfusion FMI, une des gangrènes africaines qui tue l'économie africaine, qui tue les populations. Aujourd'hui, je crois que le Tchad est le 186e pays de l'indice de développement humain selon les Nations Unies. Donc vous voyez que sa politique pour le développement, c'est vrai, à un moment, à partir de 2005-2008, je crois, il a mis beaucoup d'argent dans les infrastructures, et surtout au niveau du lac du Tchad, mais qui ne porte pas encore. Parce que, vous voyez, les frontières du Tchad font, c'est que surtout au niveau du Soudan, beaucoup de rébellions sont suscitées, et puis ça le dérange, qui dérange beaucoup le Tchad. Maintenant,
Idriss Déby est le chef de l'État qui sourit dans son fauteuil pour cette affaire de djihadisme. C'est ça que le monsieur pouvoir. Il est heureux, il bénit le ciel. Cette histoire, parce que ça le porte au devant de la scène, et c'est pourquoi aujourd'hui la communauté internationale lui dresse le tapis rouge et un chèque à blanc, et il peut se permettre tout. D'abord, vous savez depuis la semaine dernière, les principaux opposants ont commencé par retirer leur candidature pour cette élection de 11 avril 2021. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Il ne veut pas les voir concourir, il ne veut pas de ça, parce qu'il sait qu'il n'est plus populaire. Sa popularité des années 90 a disparu depuis. Surtout qu'aujourd'hui, vous savez que c'est un despote, c'est la gabegie au pouvoir, c'est la famille de sa femme qui dirige. Mais il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des coups au niveau de la gouvernance. On a l'impression qu'il y a quand même une chasse contre le vol de deniers publics qui est mise en place au Tchad. En 2012, il a engagé. C'est ça qu'on veut dire. Quand il sent la pression sur lui, il fait pour une œuvre rapidement, pour paraître bien. Il a engagé une lutte en 2012 contre la corruption. Beaucoup de ponts du régime sont tombés. Vous savez, au Tchad, il y a près de 400 milliards de francs CFA qui sont détournés chaque année dans les services publics de l'État. Et donc, il y a eu ce nettoyage-là. Oui, il y a eu ce nettoyage. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, la pauvreté est ambiante et galopante au Tchad. Les jeunes souffrent, ils n'ont pas d'emploi. Et plus grave, aujourd'hui, les caisses de l'État tchadien sont vides et il est incapable de payer les enseignants. À quoi servit tout ce peloton-là? C'est vrai que... Et lui, sa fortune personnelle, il a perdu des dizaines de millions de... On estime, on n'a pas de preuves qu'il a toute cette fortune-là. Alors... je vais vous en apporter les preuves. D'accord. Josperzo Anago, on a l'impression que l'opposition essaye, vaille que vaille, d'exister. Saleh Kebzabo qui retire sa candidature de cette élection-là. Pourquoi cette stratégie-là? Il a dit, l'une des raisons qu'il avance, il a dit, les conditions ne sont pas réunies pour que il y ait alternance, c'est-à-dire que la démocratie puisse se manifester. Les conditions étaient-elles réunies il y a 5 et à 10 ans? Vous savez, on est en politique. Mais mieux, pour venir rapidement plus en arrière, je dirais que c'est fait à dessein. Idriss Déby a réussi à instaurer la peur, à traumatiser l'opinion. Au point où, vous voyez, celui qui est décédé, ils sont allés jusqu'à intenter une action en diffamation. L'une des nombreuses épouses de Hitno, qui gère encore des pactoles qui sont destinés à des institutions. Tout à fait. Notamment la gestion Covid. Tout à fait. Et puis, il s'est trouvé quelqu'un pour dire, bon, mais ça ne doit pas se faire. Tout de suite, d'abord, on l'a démissionné. Pour ne pas dire, on l'a démis de ses fonctions à l'international. Tout à fait. Au niveau de la CEMAC. Et puis, tout ce qui a suivi. Vous voyez, on a semé suffisamment de psychose, comme on peut en rencontrer ailleurs. Et pourquoi pas chez nous ici? On vous met la pression pour vous ne pourrez même plus respirer. Alors, lui démissionne parce qu'il veut sauver sa tête, sûrement. Et il a avancé des raisons qui ne tiennent peut-être pas, mais mieux vaut pour lui démissionner maintenant que de continuer la course et de constituer une entrave pour Idriss Déby. Et là, s'il constitue réellement une entrave pour Idriss Déby, ça pourrait mal tourner pour lui. Et donc, finalement, il va se retrouver, comme l'a dit mon vis-à-vis, il va se retrouver seul. Comme c'est la mode aujourd'hui. Bon, on peut laisser certains frétins faire la figuration. L'opposition cosmétique. Bon, merci d'avoir bien trouvé la formule. Bon, c'est-à-dire, on le fait parce qu'il faut quand même se donner une bonne conscience. Et on le voit dans la souris. C'est la mode. Même chez nous ici, c'est la mode. Aujourd'hui, vous allez voir des opposants qui se déclarent opposants et qui disent, ils soutiennent l'action du gouvernement. C'est une extraordinaire chose qui se produit chez nous. Et bien donc, c'est pareil. Au Tchad. Et donc, ceux qui démissionnent aujourd'hui, qui déposent le tablier ou qui font des jeux d'éponge, ma foi, ont raison, parce que la vie, rien ne vaut la vie. Et donc, d'autres vont suivre. Il n'en reste plus beaucoup. Tout à fait. Il n'y en a plus que 5 face au chef de l'État. Ce sera pareil peut-être d'ici à là, on va se retrouver avec 2 ou 3. Et puis, c'est ce que recherche
Idriss Déby d'ailleurs. Alors, Emile Guérin, la stratégie de Saleh Kebzabo, est-ce qu'elle est payante? On l'a vu mobiliser pour une candidature commune de l'opposition, mais parce que les candidats d'opposition préféraient porter le choix sur un autre candidat que lui, il s'est retiré de cette plateforme-là, a critiqué les opposants, a quasiment sapé, pourquoi pas, cette stratégie commune-là qui aujourd'hui ne vaut visiblement plus rien. Aujourd'hui, il décide lui-même de se retirer de ce scrutin-là. Pourquoi, selon vous, cette stratégie-là de Saleh Kebzabo? Vous savez, l'Afrique a sa particularité et en matière d'opposition, de la mouvance. C'est classique aussi, hein. Comme ça se passe partout dans les pays africains. Cette manière de fonctionner passe. Pourquoi? Parce que tout se porte sur la personne qui est là. C'est moi candidat ou rien du tout. Ça veut dire que ceux-là n'ont pas en fait un idéal. Ceux-là n'ont pas une conviction pour dire qu'est-ce que nous voulons. Voulons-nous chasser Idriss Déby du pouvoir ou je veux m'installer au pouvoir? C'est ça la vraie question. Si c'est chasser Idriss Déby du pouvoir et que l'ensemble des 14, il y avait 14 partis qui voulaient choisir un seul candidat, dont Saleh Kebzabo, si la majorité désire un autre, il devait se plier à la règle de la majorité. Si tant est qu'il veut appliquer la démocratie, parce que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Si déjà à la base, on le sait, il est capable de laisser la majorité, je vois déjà ceux qui sont en face d'Idriss Déby, quand vous êtes en face des faits stratèges comme ça, des gens très, très pointus qui analysent tout, qui surveillent tout, et que vous n'avez pas une idée forte, solide, pour les affronter, il vous déstabilise tout de suite. C'est vrai qu'il a dit hier, non, le samedi dernier, que les manifestations vont s'amplifier. Et je crois pour ma part, en observant ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai, toutes les élections organisées par Idriss Déby ont été des élections difficiles. Toutes les élections qu'il a organisées, étant le champion des élections dans le monde entier, ah oui, dans le monde entier. Donc, ça a été toutes des élections difficiles. Vous voyez aujourd'hui en Afrique ce qui se passe depuis 2 ans, toutes les élections sont difficiles. En Ouganda, ils ne veulent pas partir. Tanzanie, Côte d'Ivoire, ainsi de suite, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Pour ma part, j'estime avec le courant qui est en train de s'annoncer, le processus de transformation qui s'annonce dans le monde de demain, ce sont les derniers soubresauts, les dernières tentatives pour ces gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir qu'ils sont en train de faire. Parce que demain, là, ils ne pourront pas rester aux vagues qui s'annoncent, qui va les emporter. Parce qu'aujourd'hui, même les plus matérialistes, les mondialistes, disent aujourd'hui, comme le français Jacques Attali, que le monde de demain, les solutions de demain ne seront que spirituelles. Alors quand vous n'êtes pas branché sur ce courant lumineux, vous ne pouvez pas rester. Lorsque vous brimez, vous brutalisez, vous opprimez votre peuple. Écoutez, il a de colonel devenu général, aujourd'hui maréchal. J'attends qu'il devienne empereur comme Bokassa. Mais au final, c'est la divine providence qui décide. Donc c'est comme ça. Parce que le peuple ne peut pas continuer à vivre telle situation. Et moi, je crois fortement qu'il y a une nouvelle génération de gouvernants, de dirigeants qui va émerger et c'est ça, vous avez vu au Sénégal comment Sonko a été spontanément soutenu. Ça se passe aujourd'hui, on ne dirait pas, malgré le N'Djamena militarisé, fortement militarisé. Vous avez vu les jeunes quand ils se sont levés et c'est sûr qu'il y a des pressions. Et c'est ça mon problème au fait, ces dirigeants africains. Vous avez constaté que il y a 2 mois ou 1 mois et demi, avant, il s'est rendu d'abord en France. Oui. Ça veut dire pour aller avoir l'onction de leur papa, de leur Dieu. Il a reçu comme eux tous le font d'ailleurs, comme comment il s'appelle, Ouattara l'a fait aussi. Mais voilà, donc il vient, le terrain est balisé, il va remplir facilement, on va obtenir 59 ou 60%, et puis débat clos, la vie continue, les peuples continuent de souffrir. Mais je pense, à mon avis, je suis très optimiste que ça ne peut plus continuer, c'est fini. C'est pas loin, hein, dans les 20 mois à venir, beaucoup de surprises vont s'annoncer, vont se produire dans le monde entier. Et ça va basculer totalement ce qui se passe aujourd'hui. Ça va basculer totalement le monde. Et les gens sont informés. Ils le savent. Ces dirigeants du monde, ces mondialistes, ceux qui nous dirigent dans le monde, les grands patrons, les grands groupes financiers savent la chose, même l'ONU, et ils sont en train de s'y apprêter. Ça veut dire que si vous ne changez pas aujourd'hui de politique,
portée vers l'humain, d'économie portée vers l'humain, vous allez disparaître. Parce que ça ne peut plus tenir. Les peuples ne peuvent plus continuer à souffrir. Les peuples ne peuvent plus continuer à vivre ce que nous vivons. Et c'est ça qui me surprend. Vous voyez un président qui est immensement riche et dont les enseignants ne peuvent pas être payés. Il faut combien pour payer les enseignants? C'est une aberration totale. C'est comme les personnes qui sont censés former la nation. Il y a quelque chose au niveau du pouvoir qui leur change la mentalité. J'ai vu des gens qui, avant d'accéder au pouvoir, ils avaient un idéal. Ils ont vendu un idéal à leur population. Ils avaient une projection de développement. Arrivé au pouvoir, c'est totalement le contraire. Donc c'est ce système que moi j'appelle à changer. Tant que le système sera ainsi, n'importe qui pénètre le système, s'il n'est pas fort pour changer le système comme Donald Trump l'a fait, pour dégager le marin, mais il sera comme ça, naturel, c'est comme ça. Donc moi, je suis très optimiste que les choses vont changer les mois à venir, absolument. Alors, il y a un autre opposant, leader du parti Les Transformateurs, Succès Masra, qui a été reçu par le président Idriss Déby. Il est très virulent contre le régime. Il a aussi appelé à cette mobilisation du week-end écoulé. Un commentaire sur son profil, 38 ans. Candidat à l'élection, il fallait avoir 40 ans, candidature retoquée, mais on le voit très engagé. Pourquoi est-ce qu'il a accepté d'aller rencontrer Idriss Déby, selon vous? Il n'aurait jamais été reçu si Idriss Déby n'a pas voulu le recevoir. Et il y a quelques jours ici, il y a eu un coup de propagande, je dirais, ou de communication du genre. Vous savez, ça se ressemble finalement à la politique en Afrique. En Afrique et sous les tropiques, et principalement en zone française, en Afrique francophone. Parce que là, quand vous allez en zone anglaise, ça change un peu. Et donc, Idriss Déby a peut-être estimé qu'il faille faire ce coup de pub à l'endroit de ces jeunes prétentieux en griffe, ou principalement à l'endroit de celui-là, parce que, ayant mesuré ses forces, je ne serais pas surpris que Macky Sall reçoive Sanko les jours à venir, ou qu'il aille prendre le petit thé avec lui. Vous savez, c'est là, lorsque ils font le calcul, ces dirigeants font le calcul, ils se disent, ben, écoutez, lui, il a le vent en poupe. Il faudrait que j'éteigne son aura, que je l'absorbe un peu. Sinon, cet opposant reçu par Idriss Déby, il n'avait aucun intérêt particulier, n'est-ce pas, à y aller. Mais ceci a été sûrement monté, réalisé par les services de Déby pour que cela se réalise. Donc, c'est le cas en ce moment. Et si quelqu'un a perdu véritablement, bon, il a encore le temps, n'est-ce pas, pour remonter la pente. Mais c'est peut-être lui, ce n'est pas Idriss Déby qui a perdu. Au contraire, on dira de Idriss Déby, ben, fallait... Vous voyez, bon, il est ouvert. Il reçoit même ses opposants, il est affable, il est tout, comme ça a été le cas il y a quelques jours ici où on a estimé que bon, ben, c'est bon, le chef d'État est ouvert, il peut recevoir encore d'autres opposants, même ceux qui sont en exil peuvent faire pareil. Bref, c'est un peu la même potion qu'on est en train d'observer du côté de N'Djamena. Moi, je suis pas dupe. Et je suis presque certain que ce jeune opposant n'est pas dupe. Il l'a fait peut-être aussi pour se donner un coup de pub. Donc les deux ont fait de la communication. Mais quelqu'un est beaucoup plus demandeur. C'est Idriss Déby qui est demandeur en ce moment. Voilà. Et il a besoin de... Alors, Succès Masra, son profil m'intéresse. Il dit, nous voulons aller à des assises nationales. Nous voulons que cette élection soit rapportée, cette élection soit reportée, et que le président Idriss Déby convoque des assises nationales pour discuter avec tout le monde. C'est ce message-là qu'il est allé porter au chef de l'État. Visiblement, dans la rue, le week-end écoulé encore, cela veut dire que c'est un message que Idriss Déby n'a pas voulu entendre. Pourquoi avoir accepté de le recevoir, selon vous? Écoutez, moi, je suis toujours pour le respect de l'autorité en place, absolument. Et donc, on ne refuse pas l'appel d'un chef de l'État ou d'un roi. Il faut y aller pour écouter. Et chez nous, on ne refuse pas. Quel que soit l'appel, il faut aller écouter au moins ce que veut dire votre interlocuteur, celui qui vous a appelé. Et je pense que c'est ce que M. Masra a fait. Et je suis pour. Toutefois, vous avez vu son discours est en antipode avec le discours d'Idriss Déby qui estime que c'est bon de la longévité au pouvoir, qui estime que le temps n'est pas venu pour changer le système. Ça pose un problème. Et je pense que s'il voulait faire sa stratégie, c'est de déstabiliser l'opposition. Il sait que le petit peut mobiliser.
beaucoup dans la rue. C'est ce qui s'est passé le samedi. Donc il veut déstabiliser l'opposition, il veut pousser l'opposition à une sorte dernier retranchement et maîtriser le terrain pour que les élections se passent bien. Et que le jeu ne se désillusionne, il n'y aura pas d'assises nationales, il n'y aura pas de dialogue, il n'y a rien. Mais ce n'est pas une première fois pour Idriss Déby Itno, il a souvent fait. Même les anciens rebelles, parfois, ils sortent une amnistie ou amnistie tout le monde, où il les appelle, même son cousin Yaya Dilo, qui est en fuite actuellement, c'était un ancien rebelle, il était entré en rébellion en 2007. Il a fait appel, il a nommé avant qu'il ne retombe en disgrâce maintenant. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est très intelligent, il a des qualités impeccables, ça il faut l'avouer. Et donc, ce monsieur ne met pas toujours dans la lumière, quoi. Oui, absolument. Donc, c'est comme ça, il a été formé comme ça, quelqu'un qui, vous l'avez rappelé tout à l'heure, lors de ça, quand il était tombé en disgrâce face à Hissène Habré, sa première fille, il avait chuté au Soudan d'abord, avant d'aller se pleurer dans les bras de Kadhafi, qu'il a armé en compensation de libérer les soldats libyens que Hussein a pris lors de la guerre de la bande d'Aouzou. Voilà, donc il était d'accord, il était armé et soutenu maintenant par la France qui n'a plus voulu de Hissène Habré. Donc voilà quelqu'un qui, c'est un négociateur et il est très intelligent. Mais je pense que cette fois-ci, ce sera très difficile pour lui parce que, à cause de la misère, quand la jeunesse est dans une situation misérable, dans la pauvreté, c'est difficile de contrôler. Et c'est ça justement le danger. Je suis en train de réfléchir à l'après Idriss Itno. Pourquoi? Il a tellement verrouillé le système, il a tout centralisé sur sa personne, avec l'armée. Alors, quand il va quitter le pouvoir, comment les dissensions internes seront gérées au sein de l'armée? Parce que l'ethnie Zagawa est minoritaire au Tchad. Et c'est eux qui sont au pouvoir. Oui. C'est eux qui sont dans les couloirs de l'appareil d'État partout, avec sa femme, ainsi de suite. Alors je me dis, comment il va pouvoir la paix et tout ça va se passer? Il n'y pense pas du tout. C'est lui ou rien du tout. Après, lui s'en fout. Et donc, comme il peut rester encore là, à 69 ans aujourd'hui, jusqu'en 2033, bon, ben, écoute, il s'en fout du reste. Et c'est ça, moi, ma préoccupation, mes questionnements, mes interrogations par rapport à nos chefs d'État africains. Ils viennent au pouvoir, pourquoi? Pas pour nous, en tout cas. Et même nos opposants. Parce que vous voyez quelqu'un qui, pendant des années, a été opposant, il vient au pouvoir, c'est toute chose qu'il fait. En Guinée. C'est ça nous pose problème. Et c'est pourquoi je dis aujourd'hui aux jeunes, sachez qui vous suivez. Absolument. Sachez qui vous suivez, parce que le gars, il veut le pouvoir, et il vous mente, il vous tient des discours bidons. Et comme nous n'avons pas des gens, vous m'excusez, qui ne sont pas qui n'ont pas cette capacité de perspicacité, de pouvoir et voir plus clair dans les discours tenus, comment est-ce que c'est réalisable? Et puis on tombe dans le panneau. Et c'est aujourd'hui la mode en Afrique depuis 30 ans. Il faut reconnaître que ce système-là a échoué. C'est une leçon spectacle qu'on va avoir le 11 avril avec le Tchad. Non, c'est du spectacle. Comme partout. En Côte d'Ivoire, pareil. En Centrafrique, pareil. Parce que le gars, on ne lui laisse pas les coups de France pour diriger. On déclenche tout le temps des rebelles. C'est un ancien président. Et ils ne font que ça à la guerre. Moi, je suis anti-violent, absolument anti-violent. Et quand vous n'avez pas d'autres moyens, vous déclarez la guerre, vous tuez des milliers de vos compatriotes pour accéder au pouvoir et continuer à les opprimer comme quelqu'un qui est assis sur du sang comme Ouattara. Et partout, c'est comme ça. Je me dis comment ils sont à l'aise à regarder en face, à s'asseoir sur ce fauteuil et continuer à me diriger. Et mais Dieu ne peut plus continuer à accepter ça. Ça doit changer. Absolument. Ça ne peut plus continuer. Et c'est pourquoi j'ai souvent dit, prions plutôt pour eux. Prions pour eux. Parce que ce serait mieux pour les peuples qui réussissent. Non, c'est mieux de prier pour eux afin que nos dirigeants puissent réussir. Parce que quand ils réussissent, c'est que nous allons nous porter bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester les bras croisés, il ne faut rien dire, il ne faut pas critiquer. D'abord, c'est déplorable aujourd'hui lorsque vous portez des critiques. Tout de suite, on vous classe dans le clan des opposants. Ce n'est pas toujours vrai. Quand vous aimez quelqu'un, et c'est ça que je dis. Je me possède la lettre que Abdoulaye Wade a écrite à son jeune Macky Sall,
dernièrement, lors de l'affaire du Suleiman, de l'affaire Sonko, qui lui a dit, j'ai été au pouvoir pendant des années, 2 mandats. Ce n'est pas facile. Vous avez parfois 2 camps. Il y a un camp extrémiste, il y a un camp un peu modéré. Alors l'autre camp vous pousse à l'extrémisme, à la dureté. Il faut les écouter, mais ne les suivez pas. Et je reviens à Platon pour dire il nous faut des philosophes rois ou des sages rois. Quand quelqu'un n'a pas la tête sur les épaules, n'a pas la sagesse, il ne peut pas diriger un peuple. Et c'est ça qui se passe. Ou des gens qui n'ont même pas pensé un jour devenir président, qui ne sont pas préparés pour ça, et les circonstances lui offrent la possibilité, ça devient une catastrophe totale. Et les promesses faites à la population ne sont pas tenues, on s'en fout. C'est pourquoi je dis, lorsque vous faites une réforme pour un peuple, et que le peuple n'est pas d'accord, vous aviez échoué. C'est comme si vous offrez un cadeau à votre femme et ça ne lui plaît pas. Mais vous changez de cadeau. Ça veut dire que ce peuple n'est pas encore prêt. Si vous forcez, vous tenez, on vous traitera de tyran, de dictateur. Encore que le mot dictateur, je ne suis pas, pour moi, c'est polysémique. L'origine n'est pas si mauvaise, le mot dictateur. Absolument. Donc c'est aujourd'hui qu'on ne fait que observer la face péjorative. Oui. Donc, lorsque vous forcez, le peuple ne prend pas ça avec échouer. Parce que vous n'êtes pas Dieu. Même l'un des principes fondamentaux de Dieu, de la divine providence, c'est le libre arbitre. C'est pourquoi tout gouvernant, toute gouvernance qui va empêcher la libre expression, la libre pensée, va échouer. C'est que nous sommes en train de retourner en arrière. Comme je me rappelle, dans les premières années de l'Église catholique, la libre pensée la libre conscience était interdite, absolument. Pas des édits papales, absolument interdite. Alors nous avions évolué. Donc il faut laisser le pouvoir au peuple. Il faut laisser le pouvoir à la classe populaire. Il faut l'écouter et voir quels sont ses besoins. Pourquoi ? Parce que vous voyez ces pays aujourd'hui, le Tchad a suffisamment de richesses. C'est vrai que dans son discours, quand il a lancé sa campagne, je crois le 13 mars dernier, et Idriss Déby a dit vouloir diversifier son économie parce que l'économie est trop centralisée sur le pétrole. Maintenant, il pense la diversifier dans l'agriculture, dans l'élevage et dans les mines. C'est heureux. Mais comment se fait-il que, avec cette grande richesse, les peuples continuent de souffrir ? C'est pas possible. Vous allez dans les pays européens, les pays occidentaux, de façon générale, comme le Canada, la France, l'Allemagne, ainsi de suite. Mais même les chômeurs, vous ne pouvez pas ne pas avoir quelque chose. Je me souviens quand nous, on était petits, mes grands frères, quand ils étaient au collège, ils avaient un secours scolaire. Tout à fait. 15 000, je crois. Pourquoi ce n'est plus 25 000. Pourquoi ce n'est plus possible aujourd'hui? Moi, je pense que c'est possible encore aujourd'hui. C'est parce que nos gouvernants ne pensent pas au bien-être de nos populations. Aujourd'hui, pour étudier, il faut beaucoup d'argent. Ça veut dire quoi? Le système mondial est organisé de telle sorte que ce sont seulement les riches qui vont tous devenir forts, intelligents, lettrés et tout. Et l'autre classe va rester comme ça, ignorante et dominée, ensauvagée. Et donc, vous pensez que ça va continuer à durer? Les temps sont terminés, c'est fini là. Dieu a sonné la fin de la récréation et je vous assure que ce qui se passe, ce que nous voyons venir, ne sera que pareil. Beaucoup de ces gens-là sont en prison dans le monde. Je vous souffle, entre parenthèses, qu'en partant de Donald Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclassifié 12 000 documents. Et les journalistes sont là-dessus aujourd'hui. Des scandales vont éclater, ça va les éclabousser et ce ne sera pas ce qu'ils ont estimé, ce ne serait pas ainsi. Parce que vous voyez aujourd'hui, quand on voit la scène politique, vous voyez ce qui se passe avec les décès des premiers ministres, on se dit mais on est où? Et après on nous dit que le pouvoir n'est pas spirituel, il est bel et bien spirituel. C'est les Occidentaux, c'est ces mondialistes qui veulent nous faire croire qu'il ne l'est pas pour que nous abandonnions totalement le spirit en Afrique. Qui devient roi sans le faire? Jamais. Retournons à nos fondamentaux. Même en Europe, j'ai lu un document extraordinaire sur l'indépendance des États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est passé lors de la réunion, avant la déclaration de l'indépendance? C'était chaotique, les débats étaient houleux. Il y a un personnage très élancé qui s'était levé dans la salle et a fait un discours flamboyant
Et la déclaration a été signée avec George Washington. Et puis après, on l'a plus vu, il a disparu. J'ai oublié l'auteur de ce roman, je vais vous l'apporter. C'est magnifique. Et c'est un personnage spirituel. Donc tout est spirituel. Vous voyez le drapeau de l'Israël, c'est pas rien. Alors qu'est-ce que nous on a fait ici aujourd'hui? Rien du tout. On suit bêtement les Occidentaux et on pense que rien n'est plus spirituel, tout est matériel. C'est faux. Ils n'ont pas oublié. Parce que c'est des choses qui ne se disent pas comme ça publiquement. Mais nous devons revenir à ça. Tant que nous ne ferons pas ça, l'Afrique ne changera pas. L'Afrique va demeurer telle. Donc pourquoi aujourd'hui, beaucoup de choses sont en préparation et nous militons pour ça. Nous créons, il y a des groupes de réflexion dans ce sens-là pour pousser au changement. Et je vous assure que ça ne plaît pas à tout le monde. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, qui nous dirigent aujourd'hui, ne veulent pas. Il y en a qui, au fond de leur cœur, font le changement. Mais le système les embrigade. Le système les coince. C'est pourquoi je dis, si quelqu'un doit réussir aujourd'hui, puisque je suis béninois, il faut qu'il sorte du système. S'il ne sort pas du système, vous avez vu depuis 30 ans, c'est la même chose, les mêmes critiques. J'ai entendu depuis Soglo, il était dictateur. Il a pris une ordonnance. Sous Kérékou, il est revenu dictateur. Caporalisation de la presse publique, c'est les mêmes discours. Ça ne change pas parce que c'est le système. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le président Talon. Il est dans un système qui l'étouffe et il ne peut pas. Et quand vous écoutez un président de la République qui dit, vous, population, allez à la criette, ça veut dire qu'il n'a pas les coups de France. Il ne peut pas le dire. Nous, on le sait. C'est une évidence. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, son ministère de la Chine n'a rien fait? Pourquoi les partis avec lui n'ont rien fait? C'est parce qu'il est étouffé. Il sait qu'il y a des choses là à faire. Donc, il demande à la population d'y aller. Donc, quand vous écoutez son discours, son programme, tout ça, avant la prise du pouvoir, ce n'est pas ça. C'est qu'il est coincé par le système. Et c'est le système. Aujourd'hui, partout en Afrique, les États profonds sont nés. Il y a un État profond en Côte d'Ivoire, il y a un État profond au Bénin. Cela existe, comme l'État profond aux États-Unis. Cela existe. Bon, vous allez me dire d'où est-ce que je sors tout ça. Je peux vous dire simplement que tout n'est pas que matériel. Et c'est fini. Voilà. Alors, on sait qu'au Tchad, Idriss Déby, aujourd'hui, sur 16 personnes qui avaient annoncé leur candidature, n'aura que 5 challengers. Selon vous, est-ce que nous sommes en train d'aller vers une élection libre, transparente et apaisée? Non, bien évidemment, non. Dès le début. C'est vrai que par la suite, l'opposition est souvent accusée dans nos contrées d'avoir fait la politique de la chaise vide, et sans quoi la plupart des élections, on l'a dit ici, sont mal organisées depuis en Afrique, la plupart. Et donc les conditions d'organisation laissent à désirer. Et donc, vaille que vaille, l'opposition consent à y prendre part pour ne pas être taxée d'avoir fait la politique de la chaise vide. Non. Pour ce qui concerne le Tchad, je crains fort que le scrutin ne soit pas équitable, que ça ne soit pas inclusif, que ça ne soit pas non plus transparent. C'est une évidence de départ. Et donc, Idriss Déby qui voudrait s'accrocher va s'assurer que les conditions sont remplies pour lui, que le scrutin puisse se tenir tel qu'il l'aurait souhaité avant que cela ne se tienne. C'est cela. Et je crains peut-être que avant l'effectivité de ce scrutin, qu'il n'y ait encore d'autres démissions. Bon. Cependant, lorsqu'on regarde aujourd'hui le paysage politique tel que ça se présente avec ses concurrents, on peut dire, bon, mais il est rassuré désormais. Le jeu est fait? Le jeu est fait, oui, tout à fait, le jeu est fait, il peut y aller. Et l'armée, vous voyez un peu le rôle aussi de l'armée dans nos régions depuis quelques années. L'armée se met du côté des pouvoirs. Des pouvoirs. Quel que soit le statut du régime, autoritaire, autocratique, despotique et tout le reste, l'armée se met de ce côté-là. Est-ce qu'on ne se poserait pas la question de savoir, est-ce que l'armée n'a pas été en griffe corrompue? Je ne voudrais pas dire acheter. Parce que vous allez voir, à tout de bras, on fait des généraux. On fait des mutations. Dans un premier temps, on jette un coup de froid, et on a le bâton et la carotte. Et on peut démettre un chef qui, peut-être, apparemment, est républicain, et, enfin, un chef de l'armée, un général ou un colonel qui est rectiligne.
on se sépare de lui, on le met dans ses petits souliers, juste pour lui montrer que, tiens, c'est nous qui sommes là. Oui, alors, et là, quand il rentre dans le jeu, on fait sa promotion. Donc aujourd'hui, la plupart, dans ces pays, lorsque vous regardez, l'armée se met résolument du côté du pouvoir au lieu de se mettre du côté de la République. Parce qu'il faut faire la différence entre la République, qui est une entité que nous tous nous respectons, et le pouvoir. Et donc, quand le pouvoir choisit, n'est-ce pas, de compter sur l'armée et l'envoyer aux ordres, l'armée se met malheureusement aux ordres. Et donc, c'est ce qui se produit au Tchad. Sinon, comment expliquer que on puisse aller avec des armes lourdes au domicile d'un opposant et tirer? Bon, l'armée a déclaré aussi avoir d'abord subi les premiers tirs. Oui. Bon, mais le contexte tchadien est un peu différent aussi parce qu'il faut constater que là-bas c'est un pays de guerre, comme aussi on peut le constater dans certains pays en Afrique centrale, comme par exemple en Centrafrique, où il y a beaucoup d'armes qui circulent. Bon, il y a des groupes belligérants, il y a des armes qui ne sont pas des armes officielles, qui ne sont pas des armes appartenant à l'État. Bon, c'est pratiquement le cas sûrement au Tchad. Mais je voudrais retenir que l'armée aujourd'hui n'est plus au service de la République. Et c'est un fait qui pèse lourd dans la balance des considérations en ce qui concerne l'organisation des élections. Pour peu, ces forces de l'ordre ou de police qui sont entraînées pour contenir, par exemple, les débordements, usent d'armes létales pour tuer la population. Et lorsque ça se passe ainsi, c'est celui qui est au pouvoir qui gagne, qui s'arroge le gain de la partie. Et donc, c'est déplorable, mais c'est ce que nous observons aujourd'hui. Pratiquement en Afrique, c'est ce que nous observons au Sénégal. Ça a commencé par dégénérer. Et il y a eu peut-être un esprit beaucoup plus lumineux qui est entré en jeu. Et l'armée qui a commencé par tendre la main, on a vu des images, qui a commencé par tendre la main aux populations. Et puis, tout est rentré presque dans l'ordre. Mais ce n'est pas le cas ailleurs d'autres. Pas le cas au Tchad, pas le cas dans certains pays. Et c'est à déplorer. Alors, on sait qu'il y aura 4 hommes face au président Idriss Déby, une seule femme. L'ancien Premier ministre, Pahimi Badaké, est aussi candidat. À quoi répond cette candidature-là, selon vous? Est-ce qu'il a pris cette distance officiellement avec le régime? Il promet à Idriss Déby un après-pouvoir apaisé au Tchad. Est-ce que cela ne passe pas aussi? Est-ce que, je dirais, l'alternance ou la possibilité de voir ce type de chef d'État qui est resté aussi longtemps au pouvoir ne passe pas aussi par des garanties à leur offrir? Non, je pense que cet ancien Premier ministre est un plaisantin. Il sait que ce n'est pas possible, il ne pourra pas. Depuis des années, l'opposition peine à opérer une alternance au pouvoir. Et par les unes et par les armes, ils n'ont jamais été capables. Donc, Idriss Déby est un peu solide. Je l'ai dit à l'entame du débat que c'est le doyen des chefs d'État de par le monde en matière de participation aux élections présidentielles. Absolument. Depuis 25 ans. Il le fait, il a toujours gagné. Donc aujourd'hui, je ne vois pas parmi les 4 candidats face à lui quelqu'un qui va renverser les choses. Le système est verrouillé. C'est ça. Vous vous souvenez, en 90, je crois 92, Omar Bongo Ndiba a dit on n'organise pas les élections pour perdre. Et cette parole, comme une incantation qu'il a lancée, est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Et tout le monde avait ridiculisé le président Soglo d'avoir perdu les élections de 96. Et puis, plus jamais ça ne se passe pas. Donc, ça ne passe plus. Donc, quand quelqu'un vient au pouvoir, il fait tout. Et moi, j'ai observé les opposants, d'ailleurs, comme l'a dit Saleh, ils ont fait une plateforme dans laquelle ils ont énuméré les différentes revendications qui leur permettraient d'avoir une élection transparente. Ce qu'il dit dont il n'a pas tenu compte par rapport à la CI aussi. Et c'est ça. Je me rappelle, vous le savez bien, en 91, la première élection présidentielle que le Bénin a organisée, après la Cour nationale, c'était le ministère de l'Intérieur qui l'avait organisée. Oui. C'était bien passé. C'était bien passé, il n'y a pas de problème. Pourquoi on ne peut pas continuer comme ça? Ça veut dire quoi? Le contexte n'était pas le... Non, ça veut dire simplement que, à mon avis, c'est les hommes au pouvoir. C'est les hommes qui font les institutions. Si nous voulons, nous allons le faire. Partout, c'est pour régler le problème qu'on a créé les CENI et les Sénats. Est-ce que ça a réglé le problème?
Aujourd'hui, non. Non, c'est ça le problème. Ça n'a pas réglé. Parce que nous faisons ceux qui dirigent ces instances-là, j'ai de telle sorte que les populations ne font plus confiance aux institutions. C'est ça le drame, vraiment. Et c'est pourquoi j'en appelle à ceux qui nous gouvernent. Il faut avoir une idée de bien faire, de la bonne gouvernance, ou je ne sais pas comment appeler, mais quand ils sont là, ils ne pensent qu'à eux, ou ils ne pensent qu'à ceux qui les ont mis là. J'ai suivi un peu la première période, les 5 ans de Soglo. Ça n'a pas été comme ça. Il n'a pas pu avoir la même issue, la Cour constitutionnelle qu'il a créée. Il n'a pas pu. L'ORTB était ouvert à tout le monde. Parce qu'il y avait une sorte de transition qui l'y obligeait. C'est cela, c'est-à-dire il y avait la peur de l'autre qui vous regardait encore. Pourquoi cela a disparu? C'est parce qu'il avait envie de le faire ainsi qu'il a fait ainsi. Il voulait faire ainsi. Il avait une volonté politique. Il voulait bien faire. Il voulait bien faire. Et c'est ça, il faut avoir la volonté de bien faire. Pourquoi cette volonté doit-elle disparaître aujourd'hui? Ça n'a aucun sens. Pour dire simplement que le système a échoué lamentablement depuis 30 ans, partout en Afrique et de par le monde aussi. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est pas anodin. C'est le système. L'admirateur de Donald Trump revient. Mais c'est le système qui est comme ça. Malheureusement, c'est le système. Ça veut dire quoi? Moi, j'estime que les Africains doivent repenser notre démocratie. On ne peut pas, il n'y a pas de démocratie universelle, c'est du pipeau. Il ne peut pas en avoir. Parce que chaque peuple a son mode de fonctionnement, a son mode de direction. Il faut donc une démocratie contextualisée avec... Absolument. Selon nos fondamentaux. Parce que si nous faisons... Moi, je rêve à une démocratie monarchique comme en Angleterre. Comme nous avions des gens dans nos gènes africains, on veut perdurer au pouvoir. Créons une place pour roi ou président comme en Israël. Et ils sont là. Ils n'ont pas de prérogatives. Et puis, on fait un système parlementaire. Ça ne marchera pas. Ceux qui s'accrochent au pouvoir ici, ils ne le font pas pour l'honneur. Mais ils le font pour quoi? C'est pour le matériel. Et par conséquent, si vous voulez les contingenter dans un rôle singulier dans un rôle honorifique. Ah non, là, ça ne marchera pas. Non, je suis désolé. Parce qu'on veut nourrir les copines, on veut nourrir les amis, on veut nourrir les... Oui, vous savez quoi ce qui s'est passé? Je constate aujourd'hui que ce système que nous a imposé l'Occident, en l'occurrence la France, en ce qui concerne les régions francophones, c'est un système qui a été imposé pour calmer les ardeurs populaires qui se soulevaient en son temps. Vous vous rappelez que lors de la Congrès nationale, le Parti communiste du Bénin a refusé d'y participer et a traité cette conférence de dupe. Nous en sommes là aujourd'hui. Les conférençards, les décisions conférençardes qui ont été prises ont échoué lamentablement. Nous en sommes là. Ça a apporté quoi? C'est grandiose, tout le monde s'accroche à la conférence de 90, mais c'est terminé. Comme Sarkozy a dit, mai 68 est terminé. Faisons pareil, faisons un break, mais asseyons-nous, discutons, repensons notre système politique, économique, de développement et social. C'est ça qui est la question. Mais tant qu'on va s'accrocher, tout le monde sait, toute la classe politique sait qu'il y a des principes qui n'ont pas marché. Parce qu'on les a expérimentés. Donc il faut des hommes qui ont dans la tête de bien nous diriger. La Cour constitutionnelle n'a pas changé. Mais vous voyez les différents fonctionnements où on critique la Cour de temps. Comment on peut dire la Cour de temps? Ça n'a aucun sens. C'est la Cour constitutionnelle de la République du Bénin. Et non la Cour Diabonou, et non la Cour Olo, et non la Cour... Ça n'a pas de sens, c'est dangereux de penser ainsi. Or, c'est la réalité. En fait, c'est la réalité que nous vivons. Ça veut dire que chacun, quand il vient, il fait comme il veut. On a vu dans ce pays, puis on prend une institution comme l'ORTB où DG vient, il fait exactement ce qu'on lui dit. Ça pose problème. Certains refusent de le faire. J'ai lu un truc extraordinaire, un post extraordinaire du grand frère Didier Mandafé, je crois, sur sa page Facebook, il dit ceci. Il dit, avant 2016, nous qui nous concertons, qui réfléchissions avant, c'est eux quoi? Pour ce changement-là, pour dégager ce système, bizarrement, quand la rupture est arrivée, ils ont tous couru. Certains qui étaient dans l'ancien système ont tous couru pour aller vers la rupture. Mais la rupture, si elle fonctionne comme ça, elle va échouer. Si elle fonctionne avec les éléments de l'ancien système, elle va échouer. Il y a d'ailleurs plus de gens de l'ancien système policier. Mais elle va échouer. Il n'y a rien à faire. Parce que vous savez, c'est ça le problème. C'était ça qui avait fait la chance de Soglo. C'était des hommes nouveaux.
C'est ça qui a fait sa chance. Alors, Jospeh Wanago, une dernière question. Une seule femme candidate à cette élection-là, l'approche Jean, pourquoi pas, pour sauver le Tchad? C'est déjà heureux qu'il y ait une femme qui apparaisse dans le lot. Et c'est réconfortant. Si les élections étaient parties pour être bien organisées, pour être transparentes et pour être éthiques, à la limite, je dirais bravo. Mais ici, c'est juste comme un enjoliveur. De mon point de vue, je ne le dis pas. Oui, je ne vous le dis pas parce que je minimise la femme. Bien au contraire, elle a eu le courage, elle a eu le toupet de se mettre à ce niveau. C'est déjà heureux. Mais malheureusement, quand on voit ce qui se profile à l'horizon, on se dit, bon, ben, tout ça pour ça, bon, elle se serait donné de la peine, c'est vrai, mais l'essentiel, c'est déjà de figurer dans ce top-là. Sinon, on n'a rien d'extraordinaire à attendre des prochaines élections au Tchad. Seule femme candidate, candidature validée? Bon, peut-être comme on a l'habitude ici en Afrique, on veut étoffer un peu son CV. C'est permis d'y aller, on verra, ça ne changera rien. Je l'ai dit, c'est du théâtre, cette élection-là. Et pour légitimer son pouvoir, son assise d'Idébi, et vous constatez, de notre aspect des choses, ça se passe comme ça. Aucun n'a critiqué les dégâts, les morts causés lors de l'arrestation, la tentative d'arrestation de Sonko. Il n'y a pas eu de choses, de protestation de la communauté internationale. Il est béni, il n'y a pas de problème. Mais on se permet, il y a 2 poids 2 mesures. On se permet de venir ici nous donner des leçons, ici au Bénin ou dans d'autres pays, mais au Tchad on ne dit rien, en Côte d'Ivoire on ne dit rien, ils sont bénis. On déjeune pendant 2 heures avec Ouattara qui a tué 87 lors des dernières élections personnes pour s'asseoir au pouvoir. Et puis c'est tranquille, ça se passe bien. Il y a 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures. C'est pourquoi je dis, pensons africains. C'est ça votre mot de fin. Pensons africains. Voilà, mot de fin. Que de véritables élections commencent par avoir lieu en Afrique. Parce que là, depuis quelques années, c'est de la théâtralisation et c'est des élections qui n'en valent pas la peine. Il faudrait désormais de vraies élections pour que ceux qui dirigeront désormais les pays africains soient légitimement élus. Voilà, vous êtes Jospeh Wanago, journaliste, consultant média. Face à vous aujourd'hui, Emel Guérin, consultant communication et gestion de crise. Merci d'avoir suivi sur cette émission qui était donc consacrée à l'actualité au Tchad. À très bientôt pour notre numéro de votre émission Angle de vue.
If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika. Restez informés à chaque instant sur Sika.